tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après ce break estival de quelques semaines. Et j'ai décidé pour la reprise de vous présenter les lectures que j'ai pu faire pendant ces quelques semaines de vacances. J'ai donc pris la décision de scinder les updates lecture en deux. Je vais donc vous faire deux vidéos. Une première vidéo avec les livres que j'ai lus en début de congé et une deuxième vidéo avec les livres que j'ai lus en fin de congé. Finalement, j'ai quand même beaucoup lu pendant ces vacances et je me dis que faire une seule vidéo, ça risque d'être un petit peu long. Donc je préfère vous faire des vidéos plus courtes qui seront sûrement plus agréables pour vous à regarder. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que de votre côté, vous avez passé un bel été, que vous avez bien pu profiter de vos vacances si vous en aviez. Et que vous avez pu profiter du temps. Alors je sais que si vous étiez dans le nord, c'était pas forcément un super temps, mais si vous étiez dans le sud, vous avez sûrement pu profiter un peu du beau temps et de la chaleur. Bon, bref, j'espère que vous avez en tout cas profité de ces moments en famille, entre amis, et que vous êtes reposés et prêts pour la rentrée. Côté lecture, aujourd'hui dans cette première partie de vidéo, je vous propose 5 livres. Je vais vous présenter 5 romans qui n'ont strictement rien à voir entre eux. Ce sont des lectures très hétéroclites que j'ai pu faire pendant ces quelques jours de vacances. Et du coup, je pense qu'il n'y a aucun point commun parmi tous les romans que j'ai sous les yeux ici. Donc bon, voilà, vous aurez sûrement... Enfin, il va y en avoir pour tous les goûts. Voilà, vous allez sûrement pouvoir trouver des livres qui vont vous intéresser, qui vont vous interpeller, et vous aurez sûrement des romans qui vous intéresseront peut-être un petit peu moins. Je vous laisse juger de tout ça. En attendant, démarrons dès maintenant avec le cirque des merveilles. Je suis ravie d'avoir enfin pu découvrir la plume de Elizabeth McNeill, donc qui est l'autrice de cette petite beauté. J'ai reçu comme cadeau à Noël par une de mes petites sœurs le Cirque des Merveilles et elle m'a également offert la Fabrique des Poupées. Donc j'ai décidé de commencer ma découverte de l'autrice avec celui-ci que je découvre enfin. Il est édité chez les presses de la Cité. Alors il me semble qu'il est sorti en poche. Je vous le remettrai si... Mais oui, non, il est sorti en poche, c'est sûr. Il est sorti au format poche. Je ne sais plus dans quelle maison d'édition, mais il est au format poche, c'est sûr. La couverture est superbe, l'objet livre est très très beau, donc bravo à Presse de la Cité pour ce travail éditorial. Ce roman, c'est l'histoire de Nell. Nell, c'est une jeune fille qui vit dans un petit village d'Angleterre, dans l'Angleterre victorienne, et Nell, elle a la particularité d'avoir le corps constellé de taches brunes, ce qui en fait un petit peu une bête de foire. Un jour, le cirque des merveilles de Jasper Jupiter s'arrête dans son village et désespéré, son père décide de vendre Nell à Jasper Jupiter. Et Jasper Jupiter va en faire la vedette de son cirque. Et c'est toute cette histoire qu'on nous raconte dans le cirque des merveilles. Le roman est assez particulier puisqu'il est malaisant et dérangeant. Si le fait d'exhiber des êtres humains un peu étrangers, un peu considérés comme étranges, était naturel en 1866, ça n'est pas le cas en 2023. Donc du coup, j'ai été assez déstabilisée par cette histoire. Je trouvais que c'était assez aberrant, assez incroyable de voir que on pouvait mettre dans un cirque des personnes comme ça et les exhiber comme des curiosités. Enfin, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et il y avait ce sentiment un peu malaisant qui ne m'a pas quitté pendant toute ma lecture. On se prend d'affection pour les personnages. Moi, je me suis directement prise d'affection pour Nell, mais pas que pour Nell, hein, parce que forcément, on découvre son quotidien dans le Cirque des Merveilles, donc on découvre toutes sortes d'autres personnages. On a une géante, on a une femme à barbe, on a beaucoup d'autres personnages qui sont tous très attachants. On se prend d'affection pour eux. Et on se rend très vite compte que l'histoire va être assez complexe puisque ces personnages sont des personnages qui sont admirés, qui sont mis sur le devant de la scène. Ce sont vraiment des vraies vedettes, hein. Dès qu'ils traversent les villages, les gens n'attendent que le Cirque des Merveilles, donc on sent qu'ils sont terriblement admirés.
Mais à côté de ça, eh ben, ce sont des personnes qui restent des curiosités, des bêtes de foire. Donc on a vraiment cette ambivalence, cette dualité qui est extrêmement bien décrite dans le Cirque des Merveilles et qui est très bien retranscrite par Elizabeth McNeill. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. À côté de ça, je suis restée un petit peu perplexe par rapport au style, puisque c'est un style assez descriptif. Il y a quelques longueurs à mon sens. Alors il se passe des choses dans ce roman, rassurez-vous, on n'est pas sur un roman très lent, il y a beaucoup d'action quand même, mais c'est vrai que l'autrice a pris le parti de beaucoup décrire les choses, et on est sur un style très descriptif. Et parfois ça vient un peu alourdir le récit. C'est un peu dommage, voilà, il y a certains passages, je pense qu'on aurait pu couper un peu, on aurait pu aller un peu plus droit au but, et c'est pas forcément le cas. Le Cirque des Merveilles est un roman déstabilisant, parfois un peu long, mais qui met très bien en relief le dualisme que peuvent ressentir les vedettes du Cirque des Merveilles. Ensuite, j'ai eu l'occasion de découvrir Billy Wilder et moi de Jonathan Coe. C'est une histoire un peu particulière que j'ai avec l'auteur. J'avais eu l'occasion de lire il y a quelques années en service de presse La vie très privée de Mr. Smith. Non, pas Smith. Sim, je crois que c'est ça. Je vous remettrai la petite vignette. Donc, qui était écrit également par Jonathan Coe. Ça ne l'avait pas fait du tout, ça avait été une grosse déception. J'avais complètement abandonné le livre au bout de quelques pages. J'étais pas du tout entrée dans l'univers. Et du coup, je suis toujours un peu réticente quand je vois des romans de Jonathan Coe parce que je me dis, bon, pas sûr que ce soit pour moi. Jusqu'à l'été dernier où nous sommes rentrés dans un magasin Nose, que j'ai vu celui-ci, que la couverture m'a attirée, ça a attiré mon œil et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça semble être une bonne lecture estivale, tentons l'expérience. Et je suis plutôt contente de m'être fait confiance sur ce coup-là et d'avoir décidé de le prendre, puisque cette lecture, ça me permet quand même de renouer un petit peu avec l'univers de Jonathan Coe. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, on n'est pas sur quelque chose, on ne sera pas sur une chronique dithyrambique, pas du tout, mais on n'est pas non plus sur une grosse déception, ça reste une lecture plutôt en demi-teinte, et je trouve que ça m'aura au moins permis de renouer un peu avec le style de l'auteur, et ça m'aura permis de me poser un peu la question sur les autres livres que celui-ci a pu écrire, donc je suis plutôt ravie de cette lecture. Enfin ravie, je suis contente en tout cas de l'avoir découvert. Le livre de Billy Wilder, je l'ai écouté à l'audio. Je ne l'ai pas lu en tant que tel, je l'ai écouté sur Nextory. Ça a été une très bonne expérience audio puisque on est face à une lectrice qui a une voix très agréable, très douce. Et elle maîtrise à la perfection les accents autrichiens et allemands. Et du coup, j'ai trouvé que ça rajoutait un petit plus dans l'écoute audio. Et vraiment, l'écoute audio a été très agréable. Donc, si vous avez envie de vous lancer, si vous voulez découvrir Nextory ou même Audible, parce que je sais qu'il est sur Audible aussi, vous pouvez tenter le coup avec Billy Wilder et moi de Jonathan Coe. Au niveau audio, c'est un très bon roman. Billy Wilder et moi nous plonge en 1977, là où le célèbre réalisateur Billy Wilder tourne son film Fedora en Grèce. Alors, on découvre le tournage du film à travers les yeux de Calista. Calista, c'est une jeune femme grecque qui rencontre tout à fait par hasard le réalisateur Billy Wilder et son collègue qui est l'équivalent d'un scénariste, mais pas vraiment, enfin... Il a un rôle très particulier auprès de Billy Wilder, il s'appelle donc East Diamond, et donc ce sont deux personnages, deux collègues qui fonctionnent un petit peu en duo, et Calista les rencontre complètement par hasard à Hollywood lors d'un road trip qu'elle fait lorsqu'elle est jeune. Et en fait, cette rencontre va totalement marquer sa vie, ça va la bouleverser à jamais, elle va découvrir l'univers du cinéma qu'elle ne connaissait pas, et elle va finalement travailler dans le cinéma tout au long de sa vie. Donc ça, c'est vraiment une rencontre qui marque Calista à jamais.
Billy Wilder, je vous le dis si vous ne le connaissez pas, mais c'est un réalisateur qui a réellement existé, hein. Il a notamment tourné des films comme Certains l'aiment chaud, Fedora, il y a un truc avec Sherlock Holmes aussi, La vie privée de Sherlock Holmes, je crois. Voilà, il a tourné plusieurs films, donc c'est vraiment sur... c'est un roman, on est sur une histoire romancée, mais c'est quand même inspiré de l'histoire de Billy Wilder et de East Diamond, donc on est quand même là-dessus. C'est une belle découverte, ce livre-là. Mais comme je vous disais, c'est une lecture un petit peu en demi-teinte malgré tout. Dans ce livre, la narratrice, donc Calista, fait vraiment une introspection sur elle-même, sur sa vie. Et c'est plutôt agréable parce que à travers cette introspection, on découvre la carrière de Billy Wilder et puis sa vie hein, également. On en apprend beaucoup sur l'univers cinématographique. Moi, je ne connaissais pas du tout ce réalisateur, donc c'était l'occasion aussi d'en apprendre un petit peu plus, et puis d'en apprendre plus sur Hollywood dans les années 1970-1980. Malgré ça, je vous le disais, hein, la lecture, elle est un peu en demi-teinte pour moi, parce qu'on est sur un roman qui a un rythme très lent. On est sur un roman contemplatif. Donc, il ne se passe pas énormément de choses. En dehors du tournage du film Fedora, en fait dans ce livre il se passe rien, très peu de choses. Et du coup on est sur un rythme trop lent à mon goût. Vraiment trop lent. Alors après c'est un livre qui est très court. Là on dirait pas comme ça mais il fait à peine 300 pages, hein, il fait 280 pages. Donc ça se lit vite, hein, on va pas se mentir. La plume de Jonathan Coe est assez agréable, assez fluide. Donc finalement ça se lit vite, mais c'est vrai que on est quand même sur un roman avec des longueurs. Donc ce n'est pas un livre qui m'a entièrement convaincue, mais comme je vous le disais en introduction, on est quand même sur un roman qui aura le mérite de me faire revenir un petit peu à Jonathan Coe. Et je me demande si je ne vais pas tenter de lire sa trilogie Testament à l'anglaise et compagnie, là je sais plus exactement quels sont les titres des livres, mais je me dis que ça pourrait être l'occasion de redécouvrir un petit peu l'auteur. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire un troisième roman qui n'a rien à voir avec les deux précédents, pas du tout. On est sur un roman américain, un roman écrit par Pete Fromm, Mon désir le plus ardent, qui est dans ma palle depuis une éternité, et ça fait très très longtemps que je veux découvrir la plume de Pete Fromm. C'est pour ça que j'ai pas trop hésité, je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre dans ma valise et de le lire une bonne fois pour toutes. Donc, Mon désir le plus ardent de Pete Fromm, pour vous expliquer de façon très simple les choses, c'est une magnifique histoire d'amour. Voilà, on est sur une histoire d'amour pure et dure. Ne cherchez pas autre chose, vous ne trouverez probablement rien d'autre dans ce livre que cette belle histoire d'amour. Si ce n'est quand même un bon roman nature writing, comme on dit, où vous avez quand même beaucoup de descriptions de la nature aux États-Unis et de la campagne américaine. Donc bon, ça pour le coup, c'est également intéressant, mais mis à part ces deux aspects-là, vous n'aurez rien d'autre. Mon désir le plus ardent, c'est l'histoire d'amour de Maddie et de Dalt. Ce sont deux personnes donc, qui se rencontrent très très jeunes, hein, puisqu'ils se rencontrent à 20 ans. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Ils se marient sur les berges de la Buffalo Fork dans le Wyoming. Et ils deviennent tous les deux, alors ce qu'on appelle entre guillemets, enfin ce qui est en tout cas traduit dans le roman comme passeurs, donc en fait ce sont ce qu'on pourrait appeler des guides de pêche et des moniteurs de rafting en gros, c'est leur passion hein, clairement. Et donc ils vivent de leur passion, ils montent une entreprise hein, sur cette thématique là dans l'Oregon cette fois-ci, donc ils déménagent, ils vont dans l'Oregon. Ils vivent un peu toute leur vie. On sent l'amour qu'ils ont au quotidien, c'est vraiment très prenant. Et un jour, bien sûr, l'histoire d'amour se déroule sous nos yeux, donc le désir d'enfant apparaît, se fait de plus en plus fort. Et un jour, Dalt part en voyage d'affaires en Mongolie et Maddie apprend une nouvelle qui va bouleverser leur vie à jamais. Voilà, je vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler plus. Le roman traite d'une thématique
très intéressante, très importante, mais je pense que je ne l'aurais pas autant appréciée si j'avais su quelle était la thématique au début. Donc c'est pour ça que je préfère ne rien vous dire, j'en reste là. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la thématique, bah, n'hésitez pas à regarder sur internet, hein, je pense que vous trouverez des avis un peu spoilants, mais moi je n'en dirai pas plus. Je vous demanderai juste de me faire confiance parce que pour le coup, mon désir le plus ardent, ça a été une très belle histoire, j'ai énormément apprécié. C'est beau, c'est poétique parfois, et alors c'est poétique sur certains aspects, mais parfois c'est assez cru. Pete Fromm, il a une plume très particulière parce il n'y va pas par quatre chemins en fait, hein, il prend aucun détour, il fonce, donc on a vraiment une plume parfois très crue, mais à côté de ça, on est sur une histoire d'amour tellement belle, tellement poétique, que bah ça fonctionne du feu de Dieu. Donc le mélange entre les deux est assez original, mais fonctionne parfaitement. Maddie et Dalt sont des personnages hauts en couleur. Ils ont tous les deux un très fort caractère. Maddie, elle se laisse pas marcher sur les pieds. On la suit vraiment au fur et à mesure du roman, et on apprécie énormément ces deux personnages, on s'y attache beaucoup. Alors moi bien sûr je n'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes, c'est un roman qui est émouvant, mais encore une fois on est dans la juste mesure. Je pense que la plume assez crue de Pete Fromm vient quand même créer un équilibre, et on est sur de l'émotion mais on n'est pas sur du pathos, loin de là, et c'est ça qui est vraiment agréable dans cette histoire d'amour. On est sur un livre assez court puisqu'il fait là encore 280 pages. Moi je vous le recommande parce que c'est un très beau livre et ça change un peu. C'est une histoire d'amour comme on a... Enfin moi j'en avais jamais lu des histoires d'amour comme ça. Et ça change, c'est beau, c'est émouvant, et ça met en relief une thématique très importante, très intéressante, qu'on ne voit pas beaucoup dans les romans. Donc rien que pour ça, je vous encourage à découvrir Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Quatrième roman dont je veux vous parler aujourd'hui, et je pense que ça aura été mon coup de cœur de l'été. Le quatrième roman que je vais vous présenter, ce n'est autre que le dernier roman de Julien Sandrel, Les Extraordinaires, publié chez Calman Lévy. Les Extraordinaires, je suis ravie de le découvrir, c'est le quatrième livre de l'auteur que je lis. Et c'est un coup de cœur incroyable, je suis totalement subjuguée et j'adore la faculté de Julien Sandrel, la faculté qu'il a de s'emparer d'un sujet original et d'en faire une histoire à laquelle on n'aurait absolument pas pensé. Dans Les Extraordinaires, on suit le quotidien de Anna, une femme de 48 ans qui est bien ancrée dans sa routine de médecin généraliste. Anna, depuis qu'elle est toute petite, elle est passionnée par l'espace et elle rêve d'y aller un jour. Il y a 3 ans, elle fait la promesse de tout faire pour aller au bout de son rêve et de le réaliser. Et donc pour cela, pour son anniversaire, ses proches décident de lui préparer une surprise et ils l'aident à préparer sa candidature pour l'ESA, qui n'est autre que l'Agence spatiale européenne. Et dès les premiers tests de l'ESA, elle va rencontrer un groupe de personnes, les extraordinaires, qui sont des personnes haut en couleur qui vont s'entraider en fait, hein, pour pouvoir passer le concours de l'ESA. Encore une fois, dans Les Extraordinaires, on a énormément d'humanité et de positivisme. Certains sujets sont difficiles, mais sont abordés de façon juste et sans édulcorer la réalité. L'imagination de l'auteur, elle est incroyable. Il déborde d'imagination, il nous surprend constamment, et les histoires sont plus incroyables les unes que les autres. C'est également toujours l'occasion pour Julien Sandrel, enfin en tout cas les histoires qu'il raconte, c'est toujours l'occasion pour lui de faire passer des messages bienveillants, et ça c'est vraiment appréciable. Comme dans tous ses romans, les émotions sont bien présentes, on est sur des histoires très touchantes, très émotives, avec beaucoup de sentiments qui sont mis sur le devant de la scène. Et on passe du rire aux larmes en un claquement de doigts, c'est toujours aussi incroyable, et franchement, dans Les Extraordinaires, ça l'est encore plus, je trouve. J'avais ressenti ça quand j'avais lu Merci, Gradier, Thank You, mais
Je pense que ça l'est encore plus ici. Les personnages sont vraiment très touchants, on s'identifie très facilement à eux. Anna, c'est un personnage qui est vraiment adorable en fait, on a envie de l'avoir dans notre entourage tellement elle est... c'est une belle personne, donc du coup on a envie de l'avoir avec nous, à nos côtés, et c'est ça pour chacun des extraordinaires hein, qui sont décrits dans ce livre. Donc vous l'aurez compris, c'est un carton plein pour le dernier roman de Julien Sandrel. Je suis absolument conquise et époustouflée par cette histoire qui nous donne vraiment envie d'aller au bout de nos rêves, qui nous donne envie de croire en l'avenir. Et je n'attends qu'une chose, c'est son prochain roman parce que je sais désormais qu'avec Julien Sandrel, je ne serai pas déçue. Et pour terminer cette vidéo, je souhaitais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup apprécié. J'en attendais pas grand chose et finalement ça a été une très chouette découverte. J'ai donc lu Minuit New York de Mark Miller. Alors, ce roman parle de New York. En fait, c'est un roman qui m'a beaucoup fait penser au roman Un appartement à Paris de Guillaume Musso. On est sur la thématique de l'art, on est dans le domaine de l'art, on est dans le domaine des faussaires. Et une grosse partie de l'intrigue se passe à New York, même si on a une petite partie qui se passe aussi à Paris. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de similitudes avec l'univers de Guillaume Musso. Honnêtement, il y a des similitudes, mais on n'est pas sur un copier-coller, loin de là, et c'est un roman très sympathique. On est sur un roman que je ne saurais pas vous décrire en termes de style, parce qu'on est un peu sur un roman type thriller, un peu sur un roman d'action, on est aussi sur une belle romance, donc voilà, il y a tout ça qui se mêle, et c'est assez particulier, assez agréable. Donc l'histoire de Minuit New York, c'est l'histoire de Lorraine, qui est une jeune femme parisienne qui travaille dans une agence de publicité. Elle est publicitaire, ça marche très bien pour elle, elle gagne très bien sa vie, et on va lui proposer de prendre la filiale de l'agence qui s'ouvre à New York. Et donc elle va débarquer à New York et elle va rencontrer un peu par hasard dans Central Park Léo, et Léo c'est un New-Yorkais pour le coup, qui vient tout juste de sortir de prison. Pourquoi? Parce que c'est un faussaire et il a peint des œuvres de maîtres comme Picasso, Monet et autres, qu'il a revendu à des clients, et donc voilà, il a écopé de quelques années de prison. Il sort tout juste de prison. Il rencontre Lorraine et en fait, bon, je vous spoile pas en vous le disant, hein, mais ils tombent tous les deux très amoureux, et c'est leur histoire qu'on va découvrir dans ce roman. Alors bien sûr, l'histoire d'amour elle est toujours présente en fil conducteur du livre, mais il n'y a pas que ça. Vous avez quand même énormément de mystères, puisque on se rend très vite compte que Lorraine a un passé un peu trouble, dans le sens où son papa a été tué, hein, il a été assassiné en pleine rue de New York une vingtaine d'années auparavant, et le meurtre n'a jamais été élucidé, et il y a tout ça en fait qui est un peu en toile de fond. À côté de ça, vous avez les anciens clients de Léo qui n'ont pas été très contents de se faire rouler dans la farine, donc qui reviennent également sur le devant de la scène. Et donc vous avez tout ça qui se mêle, qui vous fait une ambiance assez pesante. Ça nous fait une ambiance sous tension, on va dire. Et on est sur une petite intrigue policière. Alors on n'est pas sur un thriller, on n'est pas sur du Franck Tillier ou quoi que ce soit, hein. On est vraiment sur un thriller gentillet, mais on est sur un roman d'action un peu punchy, avec une ambiance assez pesante, assez sous tension, et des personnages qui sont très attachants, un couple très mignon, on a envie que ça se termine bien pour eux, et c'est vraiment vraiment sympa. Voilà, donc moi j'en attendais rien. Je suis ressortie de cette lecture très contente. J'ai beaucoup apprécié la plume de Mark Miller, que j'ai trouvé très agréable, très appréciable à lire. Alors j'ai vu qu'il avait écrit voilà, Sur la route de Key West, que je pense que je vais lire également. Ça a été édité chez Exo, donc voilà, je pense que je vais lire ce deuxième roman.
Si vous avez aimé et si vous êtes assez fan de la plume de Guillaume Musso, encore une fois, on est sur des romans qui sont un peu similaires, sans être des copier-coller, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire si c'est des romans que vous appréciez. En tout cas, c'est une très belle lecture pour l'été, pour les vacances. C'est très sympa, ça se lit vite, c'est très rafraîchissant et ça vous plonge dans l'univers new-yorkais. J'espère que ce petit update lecture, ces 5 livres vous auront donné quelques idées de lecture. J'espère que vous aurez noté quelques titres qui vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant vos vacances et pendant cet été. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous avez pu découvrir de votre côté. Je vous filmerai, comme je vous disais, une deuxième partie de cette update lecture d'été, puisque j'ai lu et j'ai découvert d'autres livres depuis, et donc j'ai déjà hâte de venir vous en parler. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!